ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Un petit mot introductif, peut-être avant de commencer effectivement la présentation. Donc, je m'appelle Camille Gauthier. Moi, historiquement, j'ai commencé à travailler dans les questions de développement durable, où rapidement, en fait, face à la difficulté à embarquer des changements de long terme sans donner de grandes perspectives, j'ai été obligé de regarder un peu du côté d'autres ressources, de la façon en fait de créer du contenu, de la vision qui permettent de dépasser les simples aléas du court terme, qui faisaient que finalement les gens avec qui je discutais étaient très intéressés par les questions environnementales, sociales, avaient envie de bien faire, mais face à l'absence de vision long terme suffisamment puissante, avaient tendance à revenir en arrière sur tous les engagements pris, sur toutes les modifications apportées dans le courant de leur activité quotidienne, dès que les conditions changeaient légèrement. Et du coup, j'ai découvert la prospective il y a maintenant 7 ans, et j'ai trouvé immédiatement cette espèce d'élan aspirationnel qui permettait d'embarquer en fait les gens dans des transformations profondes et difficiles que sont celles qui nous attendent, sans qu'il y ait trop on va dire, de heurts ou de retours en arrière dès qu'on sentait des petits cailloux dans la chaussure des dirigeants, des stratèges qui devaient penser des transformations profondes. Donc moi, aujourd'hui, je travaille donc dans 2 dimensions. Je suis cofondateur donc chez Sillage, comme Mélodie l'a présenté, qui est une structure donc, qui travaille sur les dynamiques collectives et la façon dont on est capable de créer des conditions saines pour qu'un collectif fonctionne bien dans des logiques de transition environnementale, sociale et culturelle. Et la prospective, à ce titre, est inclue pour permettre de donner la vision, de construire justement des ambitions profondes et durables pour les structures que nous accompagnons. Et en parallèle, je suis en train de lancer une thèse sur les questions justement de transformation culturelle, en lien avec la prospective, de voir comment est-ce que finalement la prospective peut créer des cadres qui permettent aux gens de réaliser des apprentissages organisationnels et individuels profonds. On parle parfois de niveau 2 ou niveau 3, donc des apprentissages qui vont sur les questions pas seulement de factuel, mais aussi de comment apprendre, voire comment voir le monde, en travaillant sur comment est-ce que finalement, en créant des scénarios du futur, où on est amené à revoir notre façon d'apprendre, notre façon de penser le monde, et donc les représentations qui vont avec, et comment est-ce que ça peut permettre des transformations profondes dont on a, en tout cas de mon point de vue, besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire un mot rapide, donc, suite à cette introduction, sur la question donc, des future studies et prospectives. Donc, Michel a dit que c'était la même chose, je mettrai peut-être une petite nuance, et voir un peu donc, l'historique et la perspective qu'on peut penser pour ce domaine-là aujourd'hui. Première chose, petite question, ça a déjà été un peu évoqué, mais j'en dirai aussi un petit mot. Pourquoi s'intéresser au futur et à son passé? Ce qui pourrait sembler d'ailleurs être un petit paradoxe. On dit souvent que toutes les choses sont créées 2 fois. Une première fois mentalement, puis une seconde fois physiquement. Et en fait, ce qui se joue au travers de notre regard sur le futur, c'est la façon dont on peut penser des alternatives, dont on peut penser différemment. Finalement, ça a été un peu dit tout à l'heure, la façon dont on regarde le futur va déterminer le spectre des possibilités qu'on va être capable d'y créer. Si on pense que le futur est un éternellement recommencement du passé, que le monde est cyclique et que le temps finalement ne fait que répéter les mêmes schémas, on sera dans l'incapacité en tant que société ou en tant qu'individu de penser un destin différent. Si on pense le futur comme progrès par défaut, eh bien, nécessairement, on va imaginer un futur qui sera lié à des transformations vers plus de technologies, vers davantage de population. On va nécessairement se mettre dans ce type de mouvement. Et donc, la nécessité de conscientiser et d'élaborer notre relation au futur est quelque chose qui doit nous permettre, justement, j'ai un petit souci technique, qui doit nous permettre de trouver la façon de créer, on va dire, d'autres possibilités, de donner des ouvertures de créativité, des ouvertures alternatives sur la façon de construire le futur. Et par rapport à ça, c'est très important de se demander, mais finalement, notre rapport au futur, quel est-il? Quel a-t-il été dans le passé? Regardez un peu justement comment ce rapport au futur a évolué pour se donner les moyens un peu conceptuels et cognitifs de comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on a envie de créer notre rapport au futur, comment est-ce qu'on a envie de penser le futur et ses possibilités pour créer d'autres possibilités justement de le créer. Finalement, eu un angle de vue sur le futur qui a été sa porte d'entrée dans son devenir. Et en fait, c'est intéressant, là je l'aborderai très rapidement, mais on se rend compte que finalement, il y a eu une évolution dans le temps de la façon dont les sociétés ont regardé le futur, et avec ça, en fait, il y a une évolution forte des sociétés qu'on peut fortement mettre en parallèle.
Évidemment, dans le temps prémoderne, alors là, il est présenté de manière un peu grossière avant 18e siècle, mais l'idée, c'est plutôt avant la révolution rationaliste. On a en fait un futur prédéterminé qui va plutôt créer des sociétés extrêmement stables, avec voilà, la logique d'avoir le futur dans les mains de Dieu, comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire quelque chose, une forme de vérité absolue, essentialiste, qui va définir en fait ce que la société doit être et le futur qu'elle aura également, qui va évidemment évoluer avec la question de la modernité qui ouvre, comme le disait Michel tout à l'heure, les possibilités d'appropriation en tant qu'espèce de notre destin et la possibilité de créer l'idée de progrès en même temps qu'un futur différent, avec au fur et à mesure que le temps avançait, des évolutions par rapport à ça. Je m'arrêterai juste sur la dernière partie, puisqu'on a commencé à en parler avec les questions en aparté de la présentation, qui était de dire qu'en entrant dans un monde plus complexe, où récemment, on va dire qu'à partir des années 80, des années 90, le fameux terme VUCA qui a été vulgarisé, donc une société volatile, incertaine, complexe et ambiguë, à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, évidemment, la prospective ne peut plus être basée sur une logique, on va dire, positiviste. Le terme a été cité par Jérôme Vignon en introduction, où on pensait pouvoir déterminer, prévoir un futur donné et planifier la façon de rendre possible de créer ce futur-là. On arrive dans un monde en fait, de possibilités multiples, où la question devient, mais comment anticiper le futur dans un monde complexe? Et il y a des vraies questions qui se posent avec ça, sur lesquelles on reviendra. En attendant, dans cette histoire qu'on vient de voir, avec une logique de rapport au futur pré-moderne, puis moderne, et ensuite contemporain, comme on le vit aujourd'hui, il y a eu du coup des pratiques très diverses qui ont été liées en fait aux différentes structures de conscience de chaque époque. Donc, par structure de conscience, je prends l'expression à Jean Gebser qui parle en fait de structures de conscience comme en fait des espèces de paradigmes de rapport au monde qui seront en l'occurrence magiques, mythiques et rationnels. Et on voit que les pratiques en fait, de rapport au futur ont évolué avec la façon dont on regardait le monde. Astrologie, prophétie, on est dans des rapports beaucoup plus magiques et mythiques. Là, on va aller chercher avec l'astrologie une espèce de, on disait en Chine, faire descendre sur Terre l'ordre du ciel. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on se conforme à un ordre naturel supérieur des choses et qu'on arrive à le rendre présent dans notre futur. Par la logique prophétique, on est davantage dans une phase mythique où il y aurait une espèce de parole à faire descendre, un absolu à partir duquel on pourrait penser le futur. Et en fait, le moment où on rentre dans les anticipations qu'on pourrait dire humaines, c'est effectivement la phase rationnelle, comme on le disait avec la modernité, avec deux séquences, une positiviste, puis une davantage liée au monde incertain. Sohail Inayatullah, qui est un grand prospectiviste d'origine pakistanaise, mais qui a beaucoup exercé dans le monde anglo-saxon et qui est un peu à la frontière entre le monde occidental et oriental, dit que finalement les futurs se disent ont bougé en fait d'une logique de force extérieure qui influencerait le futur, astrologie, prophétie, à des logiques qui tourneraient davantage autour de la structure, pour une partie plus positiviste, donc des patterns historiques de changement, l'évolution des nations et des systèmes pensés comme des façons finalement répétitives et anticipables d'évoluer, pour la première partie, et deuxième partie vers une logique plus d'agence. Et par agence, ce qu'on veut dire, c'est que finalement, on est capable de créer, d'agencer le futur tel que nous, on l'imagine, sur des bases de futurs souhaitables. Du coup, maintenant qu'on a vu tout ce chemin-là, donc par différentes approches, par différents regards sur le futur, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que les méthodes d'anticipation, comment fonctionnent-elles et quelle est leur pertinence aujourd'hui? On se dit finalement que si on essaye de se connecter justement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le monde VUCA, il y a un certain nombre de principes qu'on peut tirer sur ce que seraient les future studies aujourd'hui. Un des premiers principes, c'est que le futur est incertain. Et la base donc de tout ça, c'est d'admettre cette incertitude. Les questions étaient posées pendant l'interruption pour savoir, tiens, est-ce qu'on accepte la contradiction? Est-ce qu'on accepte aujourd'hui dans la prospective la capacité qu'il n'y ait pas une seule solution? La réponse est oui, puisque un des points de départ, c'est d'admettre cette incertitude et le fait qu'on ne sait pas. Du coup, forcément, le futur est pluriel. On parle de possibilités. Et il y a un lien très fort, et vous verrez ici, on reboucle avec l'idée que notre regard sur le futur va générer des possibilités et au contraire peut-être en empêcher certaines. Il y a un lien très fort entre les hypothèses et les futurs qu'on va créer. En fait, en fonction des hypothèses qu'on va poser face au futur, on va rendre possible ou non certains futurs et en empêcher d'autres.
Et du coup, il est important dans la pratique de la prospective aujourd'hui de dévoiler les hypothèses et de les discuter. Ça ferait d'ailleurs toute une base du travail qu'on va faire quand on va faire des travaux prospectifs. Et du coup, finalement, avec tout ça, le futur est une création permanente qui s'appuie à la fois sur ce qui se passe dans l'environnement d'un système étudié et à l'intérieur des individus de ce système, avec d'un côté des récits avec la partie à laquelle on va travailler pour expliquer, faire sens de ce qui est en train de se passer, et en même temps des aspirations, des futurs souhaités, ce qu'on disait sur l'aspect aspirationnel, sur l'aspect agence du futur, pour encourager les visions que chacun peut porter et qui vont aussi être des éléments déterminants pour l'évolution du futur. Une fois qu'on s'est dit ça, on pourrait se poser la question, mais finalement, est-ce que ce relativisme, il n'y a plus de futur sur lequel on peut avoir de prise, ne rend pas finalement vain toute tentative d'anticipation? On pourrait se dire, à partir du moment où on ne peut pas savoir, pourquoi finalement regarder le futur? Qu'est-ce qu'il y a à aller y chercher? Puisque tout ce qu'on va poser sera par nature incertain. Ouais. Là-dessus, c'est assez intéressant de voir les choses en deux temps. Le premier temps, c'est de se dire qu'il y a en fait un certain nombre d'éléments qui nous amènent effectivement à se dire, mais dans tout ça, on est incapable de penser le futur. Ces trois éléments, c'est qu'on a déjà le fait qu'on ne sait, il y a des choses qu'on croit savoir sans le savoir, c'est-à-dire qu'il y a un premier biais qui est en fait une espèce de biais cognitif. C'est juste d'avancer tout ça pour que vous puissiez suivre en même temps. Voilà. Ah, ouais. Effectivement. Il y a en fait trois grands facteurs qui limitent notre compréhension du futur aujourd'hui. Il y a en fait un premier facteur qui est le manque d'information. En fait, il y a tout simplement ce que nous ne savons pas. Et il y a plein de choses qui sont aujourd'hui inconnaissables par rapport au futur. Quelles seront les évolutions technologiques à horizon 2050? Comment est-ce que réellement le climat va évoluer en fonction des choix qu'on fera? Est-ce qu'on est capable de modéliser des choses aussi complexes? La réponse est non. Donc, il y a des choses qu'on ne sait par nature pas. Il y a un deuxième biais qui sont les théories incorrectes, des biais cognitifs associés. Finalement, il y a ce que nous pensons savoir, mais ne savons pas. Donc là, c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant certain, mais qui en fait ne l'est pas tant que nous le pensons. Et enfin, il y a des présupposés non examinés, c'est ce que nous croyons savoir. Là, c'est quelque chose qu'on ne cherche même pas à penser, parce que pour nous, c'est de l'ordre de l'évidence, alors que ça ne l'est pas. Donc, il y a un peu tous ces éléments-là qui iraient dans le sens de se dire, oui, effectivement, attention, travailler sur le futur, finalement, c'est manier quelque chose de très volatile. Et est-ce que réellement, on peut prendre des décisions sur cette base-là, connaissant tous ces aspects qui nous amèneraient à nous dire, on va poser des choses qui ne seront pas forcément certaines. Cependant, finalement, l'anticipation, c'est une activité intellectuelle qui génère des idées étayées sur le futur. Qu'est-ce qui, à part ça, peut nous permettre de poser des choses qui ont été réfléchies? Finalement, pas grand-chose. Et d'ailleurs, pour preuve, le pratiquer, ça nous permet effectivement d'avoir des éléments plus larges, plus profonds et plus lointains sur le futur. Quand on dit plus large, c'est-à-dire que par l'étude systématique des futurs, on va pouvoir réfléchir à l'ensemble des éléments qui peuvent générer des futurs alternatifs, qui peuvent générer des possibilités d'avenir. Et donc, on va travailler à ne pas laisser d'éléments de côté. Évidemment, on en oubliera toujours, comme on l'a dit avant, mais on sera toujours plus complet et plus large que si on ne faisait pas ce travail-là. Deuxième chose, il y a plus de profondeur dans la capacité à sentir les incertitudes. Certes, il y a de l'incertitude, mais quand on a travaillé dessus, en fait, on en a beaucoup plus conscience. Et c'est dans la conscience de ces incertitudes-là qu'on va manier en fait, les éléments qu'on aura sur le futur. Et ça, évidemment, c'est très différent des certitudes qu'on peut avoir a priori sans réfléchir, où voilà, on pense dans la tendance, on pense dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sans recul par rapport aux incertitudes qu'il peut y avoir sur le futur. Et troisième chose, ça nous permet d'aller travailler à un horizon de temps plus lointain, qui n'est pas forcément intelligible ou conceptualisable a priori, et qui nécessite en fait de faire un vrai travail posé, un travail mais avec des méthodologies associées. Finalement, dans tout ça, ce qu'on se dit, c'est que les prospectives ne prévoient pas le futur, c'est ce qu'on se disait, mais en fait, ils décrivent des futurs alternatifs. On pose un cadre, un champ des possibles, dans lequel on a conscience de l'incertitude, dans lequel on a conscience que finalement, il n'y a pas forcément de vérité, mais qu'il y a un ensemble de possibilités, et on va chercher au travers de ça à sentir les potentialités, j'entendais ce mot tout à l'heure qui me semble vraiment clé, les potentialités, opportunités comme risque du futur. Finalement, peut-être pour paraphraser Churchill, que la prospective, c'est la moins bonne solution pour travailler sur le futur, à l'exception de toutes les autres.
C'est-à-dire que finalement, certes, on reste dans le domaine de l'incertitude. Pour autant, est-ce qu'on a mieux à proposer qu'une incertitude bien comprise et bien conscientisée de l'ensemble des possibilités du futur? Ça semble difficile à penser. Derniers éléments. Du coup, aujourd'hui, une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on travaille le futur? Comment est-ce qu'on peut aller pour appréhender notre rapport au futur et la façon d'y créer, d'y déceler, d'y dévoiler le champ des futurs? La première réponse, c'est qu'il y a de multiples méthodes et approches. Donc là, je vous ai mis ici une liste qui se veut exhaustive, mais qui certainement ne l'est pas, qui a été fait par un projet qui s'appelle le Millennium Project pour dire un peu toutes les approches de Future Studies qui existent aujourd'hui. Donc là, il y en a quasiment une quarantaine qui est recensée, il y en a 39 exactement, qui va vous donner toute une série d'approches différentes parce qu'il y a évidemment, suivant les cultures, suivant différentes écoles théoriques dans lesquelles on ne rentrera pas ici, mais toute une série de méthodologies, de démarches qui coexistent aujourd'hui. Et en fait, dans tout ça, j'ai voulu faire un petit zoom sur la méthode des scénarios, qui est celle qu'on entend le plus souvent par prospective et qui est la plus connue, avec là un petit exemple de ce à quoi ça peut ressembler des scénarios pour rapidement vous faire sentir un peu de quoi il s'agissait. J'ai mis voilà, un petit exemple parlant de ce que seraient des scénarios. Ici, dans le cas d'un constructeur automobile, voilà, un sujet qui parlera à tout le monde, avec en fait la logique d'un scénario qui est ici différentes possibilités, donc récits du futur. On en voit, il y en a 4. La communication à distance remplace les réunions physiques. Le développement des moyens de transport en commun ou partagés. Un renforcement encore du trafic et un engorgement du trafic et donc renforcement de tout ce qui est difficulté à circuler et le rejet de la voiture car trop polluante. Ici, on a finalement 4 projections dans le futur sous forme de récits qui sont faits par cet acteur-là pour se demander à chaque fois, bah, tiens, finalement, sans dire que celle-là est vraie, celle-là est fausse, puisqu'on est bien incapable de le dire aujourd'hui, créer 4 imaginaires, 4 portions de futur possibles pour se demander finalement qu'est-ce que ça nous dit des opportunités, des risques et de ce qu'on pourrait trouver dans le futur sur notre sujet qui est celui des transports. Donc voilà, ce petit exemple pour vous expliquer que la méthode des scénarios, ça va consister à essayer de créer ça, c'est-à-dire créer un jeu de scénarios qui n'est pas en fait une projection, une prédiction du futur, mais qui est un ensemble de possibles dans le futur qui va nous permettre de sentir quels sont les enjeux du futur et du coup de réfléchir aux potentialités qu'on va avoir dans le présent en termes d'action. Et finalement, dans tout ça, les scénarios, qu'est-ce que c'est? Donc, ce ne sont pas, on se l'est bien dit, des prédictions, ce sont plutôt des descriptions de futurs plausibles alternatifs. Donc, on a 4 choses qui ne sont pas les mêmes choses et qui sont toutes plausibles et qui très certainement vont coexister à des degrés différents dans le futur. Ce ne sont pas des variations autour d'une hypothèse moyenne, c'est-à-dire qu'on prend pas, on parlait tout à l'heure du réchauffement climatique, je crois que c'était Michel qui parlait de ça en disant, ben voilà, on ne projette pas des scénarios du futur à partir d'une seule hypothèse. On ne va pas dire, ben tiens, les scénarios, c'est un peu plus, un peu moins de la même chose. Là, on va être plutôt sur des perspectives significativement différentes et même souvent structurellement différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir des dominantes dans les scénarios qui ne seront pas les mêmes. Dans un cas, on sera peut-être sur la question climatique, dans l'autre cas, on sera sur des questions politiques. On va construire nos scénarios d'hypothèses profondément alternatives. De la même façon, les scénarios ne sont pas des instantanés de la situation finale, ce n'est pas juste voilà comment ça va être. Quand on fait un scénario dans son ensemble, c'est des films de la dynamique de l'évolution. On explique qui fait quoi pour nous amener à quelle situation. C'est ça un scénario, c'est à partir de maintenant, comment est-ce qu'on crée un récit qui nous amène dans un futur possible et donc qui va nous permettre de réfléchir à toutes les implications entre maintenant et cette période-là et à sentir un peu stratégiquement ou quel que soit ce qu'on va y chercher, quels sont les enjeux et les opportunités dans ce scénario-là. Enfin, les scénarios ne sont pas des perspectives généralisées de futurs désirés ou redoutés, ce sont plutôt des perspectives spécifiques qui permettent la décision du futur. En gros, on ne prend pas des espèces d'archétypes de ben voilà, il y a tel futur qui se bat dans la société, on vit dans un monde où tout est vert et on va construire à partir de ça. C'est quelque chose qu'on va construire à partir du présent, avec des hypothèses spécifiques et qui vont du coup nous permettre aussi de ramener la décision dans le présent par la suite. Dernier élément, comment est-ce qu'on construit ça et qu'est-ce qu'on en fait? Alors pour construire, je vous épargne, je ne vous ferai pas de tout le déroulé, mais en gros, il y a des méthodes extrêmement documentées et posées, notamment dans l'école française de prospective avec Michel Godet, qui en est un grand représentant.
Donc, des méthodes de scénario avec toute une série d'étapes sur la façon dont on définit le scope de travail, dont on va identifier les variables clés d'évolution du système étudié et dont on va ensuite créer des scénarios à partir de l'évolution de ces variables clés pour ensuite revenir dans le présent et voir ce qu'on en fait. Donc, il y a tout un travail là-dessus extrêmement documenté, mais je ne rentrerai pas dans le détail ici. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui a été méthodologisé, en fait. C'est une vraie démarche avec des éléments clés méthodologiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, vous voyez, on va créer des scénarios sur une base très, très, on va dire, carrée en termes méthodologiques, avec, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. On les a déjà abordés, mais c'était pour bien les rassembler. Finalement, une approche intégrée pour penser notre environnement et ses évolutions. En une seule démarche, on est capable d'aller chercher aussi largement que possible le champ des possibles pour le futur, avec des choses qui sont quand même assez alternatives. Donc, on n'est pas juste dans la déclinaison d'un même scénario, on est bien dans le fait de penser de manière contradictoire, de manière alternative, des choses qui vont nous permettre d'avoir différentes possibilités pour le futur. On a évidemment une meilleure compréhension des dynamiques de changement, puisqu'on va travailler sur tout le fil narratif qui nous amène depuis maintenant jusqu'à la situation cible. On équipe forcément en faisant ça les stratégies, qu'elles soient publiques d'ailleurs, avec des politiques publiques, qu'elles soient d'organisation, en fait, de plus grande résilience, puisqu'on est capable de davantage comprendre les enjeux de ce qui se joue. On comprend plus les risques et les opportunités. C'est une base solide pour monitorer dans le temps l'évolution de l'environnement stratégique, puisqu'en fait, on a un point de départ à partir duquel on va être capable d'évaluer et de penser l'évolution en revenant régulièrement là-dessus, de manière itérative, le terme a été dit tout à l'heure. Et enfin, et ça c'est un bénéfice qui est loin d'être le moindre dans la situation actuelle où on a du mal à créer un cadre commun pour comprendre le monde dans lequel on évolue. Ça permet aussi une transparence et une discussion sur les tenants et les aboutissants au sein des équipes qui vont se saisir de ce type de réflexion, pouvoir discuter ensemble de notre appréhension du futur, de la façon dont on y voit des risques, des opportunités, pouvoir créer cette espèce de référentiel commun à partir duquel on va pouvoir agir ensemble, est quelque chose qui semble assez essentiel. Et évidemment, on pourrait continuer pendant longtemps sur les bénéfices, mais ça vous donne déjà un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec ces éléments-là. Et pour conclure, finalement, aujourd'hui, toute cette approche-là qu'on a pris par le petit bout de la lorgnette, ou enfin, en tout cas par une méthode précise ici, qu'est la méthode des scénarios, peut rentrer dans une conception un peu plus large que l'UNESCO appelle la littératie du futur, c'est-à-dire la capacité à jouer avec justement notre rapport avec le futur, à penser finalement de manière réflexive notre propre rapport au futur. Et ça, en fait, l'UNESCO aujourd'hui en a fait un de ses chevals de bataille pour créer les solutions pour le monde de demain. Il y a, pour ceux qui souhaitent la lire, une citation d'Audrey Azoulay, donc la directrice générale de l'UNESCO, qui dit à quel point le rapport au futur et notre capacité à interagir avec lui devient un élément essentiel pour trouver les solutions face aux défis du XXIe siècle. Et l'UNESCO liste un certain nombre d'éléments finalement que vous voyez rassemblés dans le tableau en dessous, que permet de booster finalement cette littératie du futur. Le fait d'être à l'aise dans notre rapport, dans notre capacité à construire des scénarios du futur et à les penser sans s'enfermer dedans, nous donne des capacités bien supplémentaires d'innovation, de découverte au sens connaissance du terme, d'ailleurs c'est en lien avec la connaissance à côté, de leadership, de choix, de stratégie, d'agilité, de confiance, de résilience. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une dimension finalement du développement et de solutions pour les challenges du XXIe siècle qui est rendue possible quand on commence à mieux comprendre, à déconstruire, à conscientiser et du coup à choisir notre rapport au futur et à ouvrir finalement de manière créative et on va dire volontaire les possibilités qu'on peut avoir dans les choix qu'on va faire demain. Ça permet, pour reprendre un exemple politique un peu anachronique, mais de sortir du TINA des années 80, There is no alternative, aujourd'hui, justement pour décoloniser l'imaginaire, qui est une expression qui revient souvent, travailler sur les futurs possibles est un élément clé, parce que ça déconstruit l'évidence, ou on va dire la linéarité qu'on a parfois en tête sur le futur, et ça permet de penser des alternatives à partir desquelles on va pouvoir tester dans le monde d'autres façons de faire, d'autres façons de construire le futur. Voilà pour moi, merci.